Le libéralisme est le gros problème qu'on a tous identifié ici. Et que d'ailleurs, souvent, les gens ne savent pas ce que c'est que le libéralisme. C'est pas synonyme de liberté. Il y a aucune différence entre libéralisme et liberté, sans doute entre publiciste et publicitaire, pour ceux qui connaissent le sens des mots. Voilà. Et ça m'amène après ce constat, à savoir que on a réussi à faire comprendre un peu ici que le libéralisme c'était on va dire la dictature du marché, et que c'est pas la même chose de dire qu'il y a toujours eu du marché dans le monde, il y avait du marché à l'époque de l'Empire romain, qu'à un moment donné le marché devient le monde lui-même et que tout est soumis au marché. Et que là il y a un passage du marché avec un petit thème, le marché est un grand thème, et à ce qu'on peut appeler la dictature du marché, et que c'est le premier problème à identifier, et que même des gens qui sont, pour moi et pour M. Martinez proche du Front National, on a ce problème en tête. Et c'est vrai que quand on ne maîtrise pas ce problème-là, on peut facilement se faire rouler dans la farine des élections, comme on l'a vu par exemple avec le passage incroyable de M. Sarkozy, soi-disant sur nos idées, ce qui était tout le contraire si on a un peu de culture et de conscience politique. Voilà. Et ça me ramène après ce constat, à dire que je vais faire une intervention courte, parce que je pense que plus on est court, plus on arrive à capter le public, à la fois plus politique et plus conceptuel. Plus politique parce que je vais parler de que faire en partant d'une situation donnée, et plus conceptuel parce qu'on ne peut partir que d'une situation donnée, c'est celle dans laquelle on est aujourd'hui, notamment en France, et ça pose un problème clé qui est un problème philosophique et concret qui s'appelle des transformations. Les transformations, ça veut dire passer d'une forme à une autre. Parce que c'est bien joli de dire qu'il faudrait passer à la gouvernance internationale ou mondiale, mais la question c'est, compte tenu d'une situation donnée, économique, politique, comment, dans le concret, pouvoir passer d'une forme à une autre, sans être dans ce qu'on appelle la métaphysique, qui existe aussi en politique, c'est-à-dire le saut qualitatif dans le vide, c'est-à-dire le saut métaphysique, c'est-à-dire si on me donnait le pouvoir à moi, et si j'étais Dieu, je vous réglerais le problème en une demi-heure, on ferait ça, ça et ça. En fait, la réalité est intégralement contingente, il faut faire avec ce qu'il y a, et je pourrais parler de théorie des transformations, notamment du marxisme, parce que j'ai été récemment attaqué comme mauvais marxiste dans un journal qui s'appelle Le Choc du Mois. Ce qui est assez drôle, c'est que maintenant Le Choc du Mois donne des leçons de marxisme à l'inforal, d'ailleurs c'est déjà bien, parce que les gens s'y intéressent. Et dans cette vision marxiste qui est reprise à Hegel, il y a la notion de saut qualitatif, à savoir que les choses se transforment lentement. Alors je vais prendre l'exemple de reprise à Hegel, sa véhicule de la nature, c'est-à-dire que quand on chauffe de l'eau, elle chauffe, et puis à 100 degrés, elle devient du gaz. Elle change de nature radicalement, et surtout immédiatement. Alors le problème, c'est que ce changement immédiat qui est l'élection de Sarkozy, s'est préparé lentement et sûrement. Par voici dans les toilettes, acheté par madame et lu par monsieur, vous voyez. Il fait qu'à un moment donné, on voit un président de la République chez Fouquet, c'est dans un bateau, vous voyez. Si cette eau, on la refroidit, elle était gazeuse à plus de 100 degrés, elle était liquide entre 0 et 100, et en tout ça, elle devient un solide, c'est-à-dire de la glace. Et ces choses qui nous paraissent complètement délirantes, si on oublie la nature, sont la réalité même, c'est-à-dire les sauts qualitatifs. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça change. Mais pour que ça change d'un seul coup, il a fallu travailler longtemps au changement, c'est-à-dire chauffer progressivement. Vous voyez. Et là, pour revenir au très concret, je ne vais pas vous faire la théorie pendant des heures sur comment l'évolution des forces productives font d'un seul coup, qui génèrent aussi, qui influent sur les rapports de production, et ces rapports de production nécessitant des superstructures politiques, comment à un moment donné les forces productives, transformant les rapports de production, rendent des superstructures politiques obsolètes pour des raisons symboliques et concrètes, etc. Parce que ça serait de la vraie pédagogie marxiste et que c'est un peu chiant. Mais par contre, je vais vous prendre un problème très concret, parce que toujours le concret absolu est le moyen d'accéder au concept le plus pur, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'élection de Sarkozy. Voilà. Et là, je vais pouvoir lier la théorie et la pratique, sans note d'ailleurs, parce que c'est toujours mieux sans note, comme ça on est sur les idées. Que s'est-il passé avec l'élection de Sarkozy? Je dis moi, on est passé du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire. Voilà, on est passé de l'idéologie 60. Les gens ont voté Sarkozy parce qu'ils voulaient surtout plus voir les socialistes. Et pas les socialistes parce qu'ils sont socialistes, mais parce que c'est une idéologie qu'ils appellent l'idéologie libérale libertaire, qui est bien comprise aujourd'hui parce qu'on parle des bobos. Et les bobos, c'est la massification, la compréhension par le plus grand nombre, aujourd'hui, ce qui veut dire d'ailleurs que ce n'est plus pertinent, d'une domination très habile et très sournoise qui s'appelle le libéralisme libertaire, c'est-à-dire comment être discrètement libéral en étant libertaire sur le plan sociétal. Et c'est-à-dire ces libéraux libertaires dont l'incarnation parfaite est par exemple Daniel Cohn-Bendit, qu'on a très peu vu dans la campagne, ce qui est un signe, a dominé pendant des années en France,
en disant qu'en gros on allait remplacer la bourgeoisie catholique en cravaté par quelque chose de beaucoup mieux, qui en réalité étaient les jeunes gens de mai 68, qui étaient simplement des bourgeois mal élevés. Donc nous sommes partis d'une domination bourgeoise bien élevée, c'est-à-dire catholique, à une domination bourgeoise mal élevée, c'est-à-dire à cheveux longs et qui s'intéresse plus à la psychanalyse qu'à la religion chrétienne. Ce qui est d'ailleurs une école de l'immoralité, comme on pourrait le dire. Et l'intérêt de tout ça était très pratique, c'était de continuer le libéralisme, de faire croire que ça allait changer alors que rien ne changeait, et même beaucoup plus subtilement que ça, d'accompagner une mutation nécessaire du monde de la marchandise, qui était de passer d'une économie de la nécessité et de la rareté, qui étaient les équipements collectifs ou les équipements de biens de nécessité comme les casseroles, à ce qu'on appelle la consommation de l'inutile et du rêve. Et ça passait par une idéologie, qui était d'ailleurs l'idéologie 68, qui était l'idéologie libérale libertaire, qui est la culture hédoniste et l'idéologie du désir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comme le marché doit grandir en permanence, il fallait qu'il crée des besoins qui n'existent pas. Donc il fallait créer, il y a des besoins naturels, comme d'avoir un pantalon pour se rendre, fait que vous, monsieur, vous achetez 3-4 par an, votre femme, comme elle est plus sensible à la mode, 12. C'est pour ça d'ailleurs que le marché préfère les femmes aux hommes. Ça, c'est une explication de la féminisation, on pourrait y venir, ce sera un autre chapitre. Mais le marché a donc eu besoin de l'idéologie libertaire, de l'idéologie hédoniste, pour mettre en place une mécanique très simple, mais c'est très compliqué d'identifier, c'est des années de travail, c'est réduire la liberté au désir. Beaucoup de gens d'ailleurs pensent que c'est la même chose, la liberté c'est le désir, et le désir à l'acte d'achat. Parce que désirer c'est désirer consommer dans un monde marchand. Et avec ça, on a réussi à mettre en adéquation une offre gigantesque à une demande qu'on a fabriquée de toutes pièces. Ce que M. Guy Debord, en des termes assez compliqués mais assez jolis, a appelé la société du spectacle. Ce qui fait d'ailleurs que les publicitaires ont bien aimé parce que quelque part ils se sentaient flattés qu'une si belle théorie se soit penchée sur eux. Voilà. Et ce libéralisme libertaire a créé des nouveaux marchés, qui sont les marchés du désir, les marchés de la jeunesse, les marchés de la femme. Car en réalité, toutes ces pseudo-revendications catégorielles sont souvent des nouveaux marchés. Car on dit femme, vous devez vous émanciper, et en général, ça se traduit par non pas vous devez travailler, quand les femmes ont toujours travaillé, en réalité, quand on les questionne, elles sont comme tous les êtres humains intelligents, elles rêvent de faire leur travail par quelqu'un d'autre, parce que c'est quand même la marche même de l'histoire, de faire son travail par les autres pour accéder au parasitisme. Ça s'appelle la domination de classe. On leur a dit, pour vous libérer, vous devez aller 3 fois par semaine chez le coiffeur, avoir des tas de vêtements, être belle, être jeune, donc aller vous inscrire des clubs de sport. Enfin, on a dit aux jeunes, les vieux sont des cons, vous affirmez en tant que catégorie sociale. Pour ça, il faut acheter beaucoup de disques de pop musique, il faut acheter des pantalons pattes d'éléphant. Enfin, il y a eu systématiquement cette main tendue, soi-disant, à une émancipation de groupe, il y a une création d'un marché et une sollicitation, c'est-à-dire libérez-vous en obéissant totalement aux injonctions de consommation, parce que le contresens absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus déprimant que de voir un jeune pour affirmer sa différence passer par tous les stéréotypes du système. Aujourd'hui, il a un piercing, un tatouage maori, un bermuda, plusieurs marques de chaussures de sport faites par des Chinois, mais qui rapportent de l'argent à certains Américains, et il croit affirmer sa différence et sa liberté. Et là, on a tout le piège, toute la dimension oxymorique de libéralisme libertaire, c'est qu'il y a, c'est libéral, c'est-à-dire que ça fait du marché, encore plus de marché que le vieux libéralisme sécuritaire qui me rend moi, M. Gollnisch, très sympathique, parce que le libéralisme à l'ancienne était un libéralisme moral, où on consommait ce qu'on avait gagné. C'est-à-dire qu'il y avait la notion, tu peux acheter si tu as de l'argent. Avec le libéralisme libertaire, c'est mis en place la notion que tu peux acheter même si tu n'as pas d'argent. C'est la généralisation du crédit, par exemple, qui change tout. Dans les années 60, pour acheter une voiture, il fallait accumuler de l'argent, l'acheter, peu de gens pouvaient acheter. Le Fordisme n'avait pas pensé au crédit. On a additionné le crédit au Fordisme. Et d'ailleurs maintenant, après, il y a presque les gens qui achètent des voitures parce qu'il faut continuer à produire. Et on arrive à des contractions bizarres, c'est quand on persécute les automobilistes et on se plaint que le marché de la voiture baisse, on voit que le système libéral, qui est un système à du mal à avoir une vision globale de lui-même. Le libéralisme est une machine qui a une logique, mais qui est une logique qui ne se pense pas. C'est sa grande force sur les machines critiques du libéralisme, qui elle essaie de se penser. Donc on pense qu'on fait des erreurs. Quand on agit au service d'une mécanique très simple qui est l'accumulation du profit, on fait peu d'erreurs, mais même si on fait beaucoup de dégâts. Voilà. Donc on était dans ce monde libéral et libertaire, dont on a vu progressivement les contradictions, parce que ça commence à sentir mauvais. On a vu que les gauchistes de l'année 68 étaient tous devenus des potentats du système, et que petit à petit, ces gens de 68 et contre la guerre disaient en Irak, par exemple, parce que là c'était différent, ou plus subtilement qu'il fallait intervenir au Kosovo, parce qu'il y a le devoir d'ingérence pour des raisons humanitaires, qui consiste à aller mettre des beepers pour que l'OTAN puisse bombarder plus précisément les ponts au Kosovo. Vous voyez, enfin, on était arrivé à une prise de conscience progressive. Ça met toujours beaucoup de temps, mais ça finit toujours par arriver. C'est le côté moral de la vie, le côté justice immanente. On s'est rendu compte facilement de l'absolue saloperie
de cette génération 68. Malheureusement, même ceux qui d'instinct ressentaient cette absolue saloperie de la génération dominante de 68, comme les gens du Front National, n'avaient pas l'analyse fine pour comprendre quels étaient leurs plus grosses laideurs. Et souvent, ils s'attaquaient aux phénomènes, aux qualités, aux défauts contingents, hein, et pas de dire que c'était les agents complets du libéralisme. C'est la gauche, les dissidents marxistes qui ont compris ça dans les années 70. En France, par un monsieur qui s'appelle Puskar, en Italie, par notamment Pier Paolo Pasolini, qui dès 1974 pointait du doigt que le fascisme, s'il existait, c'était la société de consommation. Et si le Front National avait pu avoir cette idée géniale, plutôt de dire le vrai fascisme, c'est la société de consommation, nous résistons contre ce fascisme-là, et cette résistance, vous la comprenez à l'envers, là on aurait été dans un autre. Enfin, ce combat déjà. Peut-être qu'il faut aujourd'hui retravailler sur ce chantier. En tout cas, ce libéralisme libertaire a été identifié comme mensonger. Et là, je reviens à la question de Sarkozy, d'un seul coup, il y a un type qui vous dit le problème c'est la sécurité, le problème c'est l'immigration, comme le Front National. Alors on se dit, on va voter pour lui, il dit comme nous. La différence, lui, c'est un bourgeois au service des puissances d'argent, ce qui, moi, je le crois profondément, n'est pas national, et du mouvement et de Jean-Marie Le Pen, je dirais même malgré eux, parce que ce sont des marginaux, des petits bourgeois, qu'on leur a jamais laissé les clés du coffre, et qu'on n'a jamais voulu d'eux pour gérer de toute façon. Et là, on passe très habilement du libéralisme libertaire au libéralisme sécuritaire, le système dans lequel nous sommes en train de rentrer, qui est la manière de faire du libéralisme, encore et toujours, de manière plus allée, non plus par l'idéologie hédoniste, mais par le retour à soi-disant aux valeurs morales, mais qui en fait, quand on les étudie, sont morales que pour leurs raisons oppressives et sur une catégorie bien donnée, c'est vous-même. C'est-à-dire que le libéralisme sécuritaire est toujours aussi libéral, mais il est sécuritaire uniquement pour pour être sûr que les classes moyennes et les couches moyennes ne se révoltent pas. C'est-à-dire que la police, pour ceux qui ont voté Sarkozy, n'ira jamais embêter les délinquants de banlieue, parce que ce sont des libéraux qui ne posent pas de problème et qui ne posent de problème qu'à vous, non pas aux gens du pouvoir, comme disait M. Martinez, les gens qui voient le monde vu d'avion, faire la surclasse transnationale, pour eux, nous sommes des fourmis. Savoir si la fourmi rouge emmerde la fourmi noire, voilà. Donc, je pense que ce libéralisme sécuritaire est toujours libéral, mais que ce côté sécuritaire va s'appliquer sur vous, parce que maintenant, vous n'allez plus obéir au libéralisme par rêve de l'hédonisme, parce que cet hédonisme ne marche plus vraiment, car les tensions sociales se sont accrues, la démoralisation a fonctionné, il n'y a plus de solidarité ouvrière, elle a fonctionné aussi chez les cadres de la bourgeoisie, notamment dans la fonction publique, il n'y a plus de morale. Je pense qu'un militaire peut s'en rendre compte, il n'y a plus de morale du clerc d'État, il y a une délinquance aggravée, et souvent d'ailleurs les politiciens de 68 ont montré qu'ils étaient capables d'être bien plus délinquants qu'une bourgeoisie consciente avant, parce qu'il y avait l'idéologie de la transgression, on tape dans la caisse pour montrer qu'on est libre, et qu'on emmerde le pouvoir, et qu'on emmerde papa, alors qu'en réalité on tape dans la caisse l'argent qui a été volé aux pauvres, vous voyez, toute cette mécanique-là a fait que maintenant il y a un libéralisme sécuritaire qui s'est mis en place, enfin qui se met en place, que la sécurité c'est en fait garantir la prééminence du libéralisme, non plus par la séduction de l'hédonisme, c'est-à-dire du libertarisme, mais par la menace de la sécurité, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de policiers partout, vous n'avez plus le droit de boire, alors on vous dit que c'est parce que c'est pour des raisons de santé publique, pour votre bien, vous n'avez plus trop le droit de vous réunir, vous n'avez pas le droit de voler vite en voiture, parce que soi-disant, sinon vous êtes des assassins en puissance, alors qu'il y a jamais aussi peu de morts en voiture, les voitures n'ont jamais été aussi sûres, et en fait c'est des statistiques. On roule 2 fois plus qu'avant pour 2 fois moins de morts que dans les années 70 où ça pose aucun problème, donc en plus avec une manipulation médiatique. Et pour en revenir assez vite à la question du très concret, c'est qu'on a aujourd'hui quelqu'un qui propose non plus du libéralisme libertaire où on pouvait s'opposer à lui sur des idées sociétales, les cheveux courts contre les cheveux longs, qui est un peu le vieux front, je dirais, parce qu'aujourd'hui on voit M. Borloo, je vois les cheveux longs, Bernard Henry a toujours compris qu'il se fait passer dans un type de gauche uniquement par des apparences capillaires, et si on reste sur ces deux trucs, toi t'es un mec de gauche, t'as les cheveux longs, et puis en plus nous, bêtement, on va dire les idioties de la cause nationale qui diraient il faut traquer le chevelu, c'est un rouge, je veux dire tout ça, et malheureusement un piège terrible, on est dans un autre monde, dans un monde où un agent du système dit pratiquement comme nous, si on comprendra la hiérarchie des causes, c'est-à-dire, et là c'est l'utilité de tous ces gens qui sont intervenus avant nous, c'est bien de nous faire comprendre que le libéralisme est le moteur et le problème, et il va falloir, sur vraiment un très concret, que les gens qui sont plus ou moins sensibles à la résistance authentique au système et qui gravitent plus ou moins autour du Front National, des fois dedans, des fois dehors, ceux qui sont dedans sont plus dehors que ceux qui sont dehors, mais bon,
c'est pas grave, c'est parce qu'effectivement on ressent la nécessité de faire évoluer un discours critique, de faire évoluer une capacité d'analyse sur le réel, parce que si on continue sur les vieilles oppositions et sur les vieux critères de cheveux longs, cheveux courts, etc., on est complètement vaincu.